Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Forum, spéciale parole d'auditeur animée par Tarek Mami. On est vendredi et on va faire un point sur l'actualité. Bonjour Monsieur Mami. Bonjour chère Latifa, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et pour donc nos auditeurs partout en province, à Paris, quand il y a la grève des métros, Sarkozy est démenti, puisque Sarkozy avait dit il y a plusieurs années, maintenant avec ce que j'ai fait comme loi, quand il y aura une grève, notamment à la RATP, personne ne s'en apercevra, personne ne verra qu'il y a une grève. Et aujourd'hui, nous à Paris, on voit bien qu'il y a la grève. On salue nos chroniqueurs qui devaient venir, donc qui se battent depuis plus d'une heure et demie pour essayer de trouver un moyen de transport pour venir jusqu'au studio et qui n'y arrivent pas. Il est 16h03, donc c'est vous dire qu'à Paris, la grève, elle est totale. On va essayer donc de les faire intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais si vous n'êtes pas un habitant de Paris, Île-de-France, ben vous avez la chance aujourd'hui d'avoir vos transports en commun et de circuler avec vos bus, vos tramways et vos métros quand vous avez des métros. En tout cas, à Paris, aujourd'hui, on peut dire que rien ne marche. Toutes les lignes de métro sont arrêtées. En tout cas, celles que nous utilisons, nous, donc les membres de la radio, et pareil pour les bus. Donc, on va faire au mieux, chère Latifa. Nous avons plusieurs sujets à développer. Et normalement, on devait être 3 intervenants. Notre ami Emmanuel Dupuis, que nous saluons, qui doit nous écouter. Notre ami Philippe Bouriaki, qui est peut-être sur la route et qui doit nous rejoindre s'il peut, et Monsieur Majed Naamé, qui est donc directeur du site et de la revue panafricaine Afrique-Asie, qui lui apparemment on va pouvoir l'avoir par des moyens techniques, mais pas en présence physique. Bonjour Majed. Bonjour, comment tu vas? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Majed Nem. Vous êtes en direct sur le Grand Forum. Merci de Alors, vous n'êtes pas dans les studios, mais vous êtes en direct quand même. D'accord. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'actualités. L'Ukraine, les grèves et les élections présidentielles. Voilà les sujets de ce vendredi avec Monsieur Mami. On attend également nos chroniqueurs. On en a un qui est coincé sur la route, Monsieur Philippe Bouriaki, s'il nous écoute. Philippe, il faut se dépêcher. Sinon, comme tous les auditeurs, vous pouvez appeler au 01 43 9000, 01 43 33 9, 40 33, excusez-moi, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, si vous voulez réagir tout au long de cette émission du Grand Forum spécial auditeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc c'est le dernier jour, c'est Latifa, où nous sommes ensemble dans l'émission Le Grand Forum. À partir de lundi, vous retrouverez Christophe qui était en vacances, qui reprend donc son poste lundi prochain. Et aujourd'hui, donc, nous avons prévu à l'ordre du jour des sujets, avec donc, comme on l'a dit 2 fois déjà, Emmanuel Dupuis et Philippe Bouriaki, et M. Majed Naamé, directeur du site Afrique-Asie. Donc le premier sujet qu'on va entamer ensemble, c'est un sujet à tiroir, une poupée russe, parce qu'il s'agit du sommet Union européenne-Union africaine, avec donc à l'intérieur la crise du Sahel, avec le retrait de l'armée française du Mali, et l'événement de ce matin qui était l'annonce de transfert de la technologie pour les vaccins ARN messagers à plusieurs pays donc africains qu'on peut citer tout de suite. Il s'agit donc de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de Kenya, du Sénégal et de Nigeria. Donc, cher Majed, on va commencer par ce premier sujet. Donc, toute la semaine, l'actualité du président de la République française et donc l'actualité de l'État français de la République française a tourné autour de relations entre, j'allais dire, en réalité, la France
et les pays anciennement colonisés en Afrique. Et en apparence, et un grand titre pompeux, les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc un premier mot sur, ce titre de façade et cette réalité cachée. Écoutez, c'est toujours bien de se réunir, de publier de bonnes déclarations finales, mais toujours, ce qu'on attend, ce sont les faits. Or, la politique européenne vis-à-vis de l'Union africaine n'a pas brillé par ses résultats. Il faut se rappeler quand même que le début de cette tragédie que vit le Sahel, ça a été l'intervention atlantiste, donc européenne, puisque toute l'Union européenne fait partie de l'OTAN, en Libye. Et maintenant, ce sont les Africains et aussi les Européens qui paient les pots cassés. C'est en principe la question libyenne est sur l'agenda de ce sommet, mais jusqu'à maintenant, les Libyens s'entretuent entre eux et il y a toujours deux gouvernements, deux armées, une multitude de milices. Voilà. Et puis la situation au Mali, c'est vraiment, on peut dire sans hésitation, c'est le résultat de l'effondrement de l'État libyen. On se rappelle quand même que des milliers et des milliers de combattants africains et surtout Touaregs qui avaient trouvé refuge en Libye chez Kadhafi, et dès la chute de ce régime, ils ont afflué vers le Sahel et en premier lieu vers le Mali. Ils ont failli prendre le pouvoir et créer un État islamiste dans cette région. Et c'était là la raison première de l'intervention française dans ce pays. Or, 7 ans après, le résultat n'est pas brillant. Il y a les coups d'État se suivent et se ressemblent. Et ce qu'on appelle le terrorisme est toujours là. Mais il n'y a pas que le terrorisme, il y a l'effondrement des États. Ce sont un ensemble d'États faillis. Il y a le trafic de tout genre, parce que le Sahel, maintenant est devenu une région couloir entre l'Amérique du Sud, surtout la Colombie, vers le Sahel, et du Sahel vers le Maghreb et l'Europe. Donc, le problème n'est pas seulement le terrorisme, comme on veut bien nous faire croire. C'est pour ça maintenant, et puis maintenant il y a le nouveau nationalisme africain qui dit ça suffit. Et on a vu aujourd'hui la réaction de la junte malienne qui demande à la France de quitter sans délai, alors que la France s'était donné un délai de 4-5 mois. Voilà. Alors, nous avons Emmanuel Dupuis qui nous rejoint par téléphone après avoir été. Il n'a pas été au Mali, lui, mais il a tout fait comme un vrai combattant pour donc arriver de là où il est à la radio. Mais manifestement, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de taxi. Donc, merci à Emmanuel de nous rejoindre par téléphone. Merci à vous et désolé. Voilà, les conditions techniques donc ne seront pas au top comme d'habitude et comme votre présence au studio, mais on va faire avec. Donc, on vous a envoyé l'ordre du jour et les sujets, cher Emmanuel. Et nous avons donc de l'autre côté, sur une autre ligne qu'on a pu rattraper, Monsieur Majed Naamé, qui est donc le directeur du site et de la revue Africasie. Et nous avons entamé ensemble donc ce que j'ai appelé le sujet poupée russe, sommet Union européenne, Union africaine, qui j'allais dire comprend plusieurs chapitres, cher Emmanuel, comme vous l'avez vu dans l'ordre du jour. Donc il y a le sommet, il y a la crise au Sahel, il y a le retrait de l'armée française et il y a la dernière annonce ce matin de transfert
transfert de la technologie vaccinale à ARN à plusieurs pays d'Afrique, notamment de mémoire la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Alors un petit mot sur ce sujet gigogne, donc officiellement Union européenne, Union africaine, mais peut-être qu'à l'intérieur c'est plus problème relation France-Afrique, mais dans le bon sens du mot et sans jeu de mots. C'est à moi? Oui. Oui. Oui, c'est un vaste sujet que vous nous proposez de disséquer, d'analyser. Alors, premièrement, ce que je retiens, moi, du sommet Union européenne, Union africaine, c'est que l'agenda initial, c'est-à-dire celui qui était prévu et focalisé sur la question migratoire, a un peu dévié. Oui. L'annonce la veille par le président français Emmanuel Macron, président en exercice du Conseil de l'Union européenne, en présence du nouveau président de l'Union africaine, Macky Sall, et en présence également de Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, qui assure la présidence de la CEDEAO, par rapport au deuxième sujet que vous évoquez, mais qui est lié, c'est-à-dire le retrait ou le redéploiement plutôt des forces françaises du Mali, vraisemblablement vers le Niger. Le président Mohamed Bazoum du Niger a confirmé sa volonté d'accueillir ces forces. Est-ce que je peux vous interrompre, Emmanuel? Oui, j'en prie. Alors, quel était au début le sujet de ce sommet s'il n'y a pas eu cette intersection, cette intervention de l'expulsion de l'ambassadeur de France et de la demande donc alors initialement le sujet devait porter sur la coopération Union européenne Union africaine, elle devait porter sur la mise en place donc des 150 milliards d'euros prévus dans le cadre du nouveau projet européen du Global Gateway, en résumé un grand projet structurant à l'horizon 2022-2027, une sorte de route de la soie européen ou un projet plutôt visant à concurrencer les routes de la soie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait précédé le sommet en se rendant à Rabat et à Dakar pour en parler avec le président Macky Sall et le Premier ministre Aziz Akhnouch. Et puis bien évidemment de rappeler l'importance de la relation bilatérale entre les deux continents, avec là aussi une sorte de symétrie, ou en tout cas une prise en compte de la nécessité de renforcer cette symétrie. L'Union européenne et l'Union africaine sont des partenaires économiques, peu ou prou 38 milliards de dollars d'exportation de l'Union européenne vers le continent africain et à peu près 37 milliards d'importations européennes vis-à-vis du continent africain. Donc on voit bien qu'il s'agissait de renforcer un partenariat qui politiquement est désormais plein et entier. Le retour du Maroc dans l'Union africaine en janvier 2017 fait que maintenant il y a bien 55 délégations. D'ailleurs, ça avait créé une petite polémique avec la présence donc de Brahim Ghali, le président de la République arabe de Sahraoui démocratique. Et puis bien évidemment la mise en place, c'est une nouveauté dont il faut tenir compte, de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a officiellement commencé en janvier dernier. Donc le dérapage fait qu'au lieu de parler coopération et avenir, c'est devenu, on parle de rattrapage, rectification, redéploiement pour utiliser votre mot. Et puis entre-temps, il y a notre ami Philippe Bouriaki qui a bu, lui, en combattant arriver, parce que notre ami Emmanuel Dupuy a tout fait pour arriver, il n'a pas pu. Donc bonjour Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Donc, bonjour aux auditeurs. Vraiment désolé pour ce retard. Non, c'est pas très chargé sur la route. Si je peux me permettre de rajouter un point, parce que c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout de mon intervention. Vous aviez dit que le sommet a été handicapé, d'une certaine façon, happé par l'agenda franco-africain, c'est vrai. Oui. Mais il y a un autre agenda qui malheureusement l'Ukraine a remplacé. Non, pas, enfin indirectement. C'est tout simplement que ce sommet qui avait été reporté 2 fois déjà entre les 55 délégations africaines et les 27 pays de l'Union européenne, a surtout focalisé sur la manière dont l'Union européenne veut concurrencer la Chine et la Russie. Tout à fait. Et je crois que ça a énormément obéré sur l'agenda qui, jusqu'à présent, était officiellement sur la question de la coopération sanitaire et vaccinale, vous l'avez mentionné, avec les pays qui vont pouvoir bénéficier de la technologie de l'ARN et de la technologie, littéralement de la technologie ARN,
Vous avez mentionné l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Mais il y a aussi le Nigeria et il y a 2 autres pays que je n'ai pas cités. Il y a tous les pays que j'ai mentionnés, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Alors merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions. Quant à l'ordre du jour, on va passer à une page de publicité. Les auditeurs, vous ne pouvez pas pour l'instant appeler au 01 40 33 le sujet 9000. est tellement riche et nous avons nos 3 intervenants. Donc exactement, mais vous pouvez nous envoyer des messages sur l'application ou sur la page Instagram, n'hésitez pas. Alors à tout à l'heure, petite page de pub. Diplomatie, des mots qui ont été employés lors de la conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques minutes, conclusive, en étant très vigilant, surtout à ne pas donner l'impression qu'ils répondent à un agenda dicté par le Nord. Et d'une certaine façon, le risque était grand, comme on l'a expérimenté à Pau en juin 2020, quand le président Macron avait convoqué les représentants des 5 pays du G5 Sahel pour leur dire un peu, en juin 2020 et non pas en juin 2021, pardon, pour leur dire la manière dont qu'ils entendaient se positionner vis-à-vis de la question du redéploiement des forces françaises. On a eu quand même le sentiment que à l'Élysée, la veille du sommet Union européenne-Union africaine, ça ressemblait un petit peu à cela. Mais néanmoins, le narratif, comme diraient les anglo-saxons, était plus mesuré. Donc je pense que c'est un 3e élément dont il faut tenir compte. Les sociétés civiles, les activistes, les forces vives sont très attentifs aux mots qu'emploient les chefs d'État et de gouvernement pour ne pas donner l'impression qu'il y a un agenda qui est dicté de l'extérieur. Emmanuel Dupuy, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la réalité toute nue, celle de la fin de la France-Afrique, réclamée, provoquée, revendiquée par les populations civiles des pays d'Afrique, et non encore entérinée, j'allais dire psychologiquement, dans la tête de la classe politique française et du président actuel, parce que c'est lui qui assume cette tâche, et qu'aujourd'hui nous sommes au milieu des guets, avoir quitté sans préparation cette période de la France-Afrique et ne pas encore être entré dans une nouvelle période de coopération d'État à État, de peuple à peuple, de gouvernement à gouvernement. Alors, il faut toujours rappeler que c'était pas un sommet France-Afrique, hein. Oui. Ça s'est déroulé à Montpellier en novembre dernier. Oui. Même si le sommet s'appelait non pas France-Afrique, mais Afrique-France ou Afrique-France pour faire politiquement correct. Il s'agissait bien d'un sommet Union européenne-Union africaine qui était attendu, vertement attendu, si j'ose dire. Le dernier ne s'étant déroulé qu'en novembre 2017. Donc, le temps était venu d'enfin rassembler les parties prenantes des 2 côtés de la Méditerranée. D'ailleurs, Ursula von der Leyen, quand elle a inauguré le sommet, l'a redit. Elle avait d'emblée placé le début de son mandat de présidente de la Commission en se rendant dans plusieurs pays africains, à Addis Abeba notamment, au siège de l'Union africaine, et en disant l'importance de revêter à ses yeux les 3 milliards futurs africains, et notamment par rapport à la nécessité de colocaliser des entreprises et des industries dont le continent africain est malheureusement trop souvent privé. Encore une fois, ce qui s'est passé à Bruxelles témoigne un petit peu de la manière dont on perçoit mal la présidence française. Il ne s'agit pas d'une présidence de l'Europe. La France ne préside que le Conseil de l'Union européenne. Il y avait un organisateur de ce sommet qui s'appelle Charles Michel, qui est président du Conseil européen. Donc, selon les statuts du traité de Lisbonne, donc en 2007 et adopté en 2007 et mis en application en 2009, c'est bien lui le président de l'exécutif européen. Après, il y a une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui tient les cordons de la bourse, si j'ose s'exprimer ainsi, avec les 150 milliards qu'elle a promis dans le cadre du Global Gateway. Et puis, il y a effectivement un autre facteur, c'est que la présidence française du Conseil de l'Union européenne a un pendant, celle de G7, assumée par le chancelier Olaf Scholz. On se souvient que la chancelière Angela Merkel avait lancé l'initiative innovante qui s'appelle le Compact for Africa, ou with Africa plutôt, le Compact pour l'Afrique ou avec l'Afrique, qui confirme que l'Allemagne est devenue un des principaux, si ce n'est, parmi les pays européens, le plus grand investisseur sur le continent africain. Que de présidence, que de cercle. Aime bien cumuler les présidences. Oui, on va partir de l'autre côté, donc par la magie de la technologie chez Majid Nahmé. Pour la même question, Majid Nahmé, est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas au milieu du gué pour la France?
même si on parle de couvert d'Union européenne, est-ce qu'on n'est pas au milieu du gué d'avoir donc, j'allais dire, vu la fin de la France à Afrique, à la Focar et jusqu'à la Hollande, et qu'on n'est pas encore tout à fait rentré dans une nouvelle période. Et je rappelle pour les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2, à notre ami Philippe Bouriaki et à notre ami Emmanuel Dupuis, que Majed Nahmé est le directeur de la revue Africasie et des suites aujourd'hui Africasie. Majed, est-ce qu'on a toujours Majed avec nous? Avec la technologie? Oui, il est là. Majed, vous nous écoutez? Bon, on va essayer de le rappeler. Bon, on a perdu Majed, donc on va revenir à Philippe Bouriaki qui, lui... Majed, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Vous avez entendu ma question? Oui. Bon, alors à vous, est-ce qu'on est au milieu du gué entre l'ancienne France-Afrique et l'avenir France-Afrique, mais aussi, mais aussi l'avenir entre l'Union européenne et l'Union africaine? Écoutez, la France-Afrique, malheureusement, elle vit encore, elle est bien vivante. On l'a vu récemment avec la crise malienne, quand la France a déployé beaucoup d'efforts pour que la junte militaire à Bamako soit assiégée et sanctionnée par le CEDEAO. Et elle a même voulu poser la question au Conseil de sécurité de l'ONU, mais il y a eu le veto russe et chinois qui ont empêché ce scénario. Donc la France-Afrique existe encore, mais elle bat de l'aile parce qu'il y a d'autres puissances extérieures au continent qui commencent à peser. Il y a la Russie, surtout avec les fameux bataillons Wagner qui est déjà en Centrafrique, et on dit qu'il est déjà au Mali. Il y a surtout la Chine qui est quand même, par rapport à ce qu'a apporté l'Union européenne, 160-150 milliards d'euros, et la Chine quand même jusqu'à il y a quelques années a investi pour 400 milliards de dollars. Donc maintenant il y a d'autres acteurs qui fait que les Africains ont le choix entre coopérer avec uniquement, c'est-à-dire le choix entre le tête-à-tête avec la France ou choisir d'autres partenaires, ce que la Centrafrique a fait, ce que le Mali est tenté de faire. Donc il faut encore un effort pour que la Centrafrique soit, la France-Afrique soit bel et bien enterrée, parce que c'est de l'intérêt et de la France et des pays africains. Avant de partir vers la page pub prochaine, dans une minute à peu près, Philippe Bouriaki, sur cette question de relation entre la France et l'Afrique, devenue aujourd'hui la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ouais, mais je crois qu'il faut se rendre compte à l'évidence. La France avait une position prédominante en Afrique. Cette position, elle est en train de la perdre de jour en jour. On voit que les pays sud-sahariens, en commençant par le Mali, viennent de dire merci, au revoir à toute ingérence. Et donc, ça va forcément faire boule de neige. On voit que dans les relations qui sont toujours pas réchauffées entre l'Algérie et la France, sur des propos plus que malheureux, en tout cas de la diplomatie française, ils ne sont pas passés et se retrouvent pas coupés d'un allié, mais en tout cas, lorsque vos avions ne peuvent plus survoler l'espace algérien, c'est plus la même chose, ils ne peuvent plus intervenir dans les mêmes délais, il faut multiplier par 2, et pour l'aller et pour le retour. Donc ça pose quelques problèmes de logistique et en termes d'intervention. Aujourd'hui, les Chinois et la Russie sont en train de prendre des parts de marché importants là où la France était le leader. Il y a, on voit certaines choses qui se passent auprès des États-Unis, mais c'est pas trop leur secteur d'activité, dans le sens où
ils ont beaucoup à faire de l'autre côté vers le Pacifique. Leurs yeux sont plus tournés vers la Chine aujourd'hui, et donc on a vu avec, ça avait légèrement, c'était frémi avec Obama, mais en tout cas ça a été accéléré avec Trump, le désengagement un petit peu partout de la planète, de faire revenir les boys, et puis surtout American First. Et je n'ai pas l'impression que Joe Biden va suivre une autre voie. D'ailleurs, on se retrouve nous, les Européens, en première ligne par rapport à cette crise en Ukraine, qui a été quand même alimentée par des, je vais pas dire par les Américains, mais par l'OTAN, et la Russie se défend comme elle peut et comme elle veut pour défendre les intérêts géostratégiques de la Russie et surtout la sécurité de la Russie. Aujourd'hui, c'est une page qui est en train de se tourner, ça risque de s'accélérer de manière brutale, vite et brutale. Soit la France se repositionne, mais en traitant les pays africains comme des partenaires et non plus comme des subalternes, soit elle va perdre toute influence dans les pays africains ex-colonie française, et ça risque d'être très dramatique pour nous lorsqu'on sait qu'on détient plus de 60% de leurs réserves financières sont stockées ici, leur or, enfin, blague à part, moi je vois pas ça d'un bon œil et d'une manière assez relaxe. Je serai au gouvernement, et puis le gouvernement qui arrive derrière, je commencerai réellement à transpirer, parce que en face, il y a un rouleau compresseur qui est puissant, qui est fort, et qui va pas faire de détails. Quand vous voyez que l'armée française est remplacée par l'entreprise commerciale, comme dirait bien Vladimir Poutine, Wagner, non, mais en plus à la vitesse à laquelle ça a été fait, je commencerai réellement à m'inquiéter. Donc, nous pouvons aller vers la page pub, revenir pour nos sujets, toujours le sommet France-Afrique qui est très très important, et notamment peut-être dans son volet espoir pour moi, j'allais dire intervieweur citoyen, sur le transfert de la technologie vaccinale ARN à plusieurs pays donc africains, rappelé tout à l'heure par notre ami Emmanuel Dupuis. Donc on part à la page pub et on revient juste après. Vous êtes de retour sur le Grand Forum sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous. Vous êtes avec Tarek Mami pour l'émission spéciale Parole d'auditeur, et Philippe Bouriaki qui est avec nous sur place dans les studios. Alors une question à nos deux, j'allais dire débatteurs, intervenants du jour à distance. La grève, je rappelle, de Paris, de la RATP, des transports publics ayant tout bloqué. Est-ce que à la fin, c'était en fin de matinée puisque le sommet s'est clôturé cet après-midi, Emmanuel puis Majed, est-ce que cet acte de transfert donc de la technologie ARN vers ces 5 pays ou ces pays en Afrique, est-ce que c'est pas un geste justement pour que les chefs d'État de l'autre côté de la Méditerranée puissent dire à leur population, vous voyez, on est dans l'échange, et cette fois on ne nous envoie pas, j'allais dire, les piqûres et les boîtes toutes prêtes, on partage la technologie pour qu'on puisse s'autonomiser. Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle, ce sommet? Alors, Emmanuel. Si je peux me permettre, oui. C'est pas tout à fait une nouvelle, puisque ça avait déjà été décidé en amont. Il en avait d'ailleurs déjà été question à l'occasion de la conférence sur le financement des économies africaines. Oui. Souvenez-vous de la conférence qui s'est tenue à Paris en mai dernier. Et il avait été question que justement il y ait une très forte mobilisation de la communauté internationale à travers le dispositif COVAX, qui réunit l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Fondation Gates, pour qu'il y ait effectivement une offre, une mise à disposition gracieuse des vaccins dont le continent africain a dramatiquement besoin. Néanmoins, ça n'a pas été fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle rentre en pratique, si j'ai bien compris. Non, elle est annoncée comme rentrant en pratique dans une logique qui semble pas commerciale, d'une logique de brevet qui est offert aux pays africains, comme la France le demandait, comme longtemps les Américains l'ont bloqué, faire des brevets un bien public, oui. Et en l'occurrence un bien public, notamment dans les
auprès des populations qui en ont le plus besoin. Je rappelle quand même que le dispositif COVAX, donc qui était supposé assurer la production de vaccins pour les pays les plus défavorisés, avait promis le don de 2 milliards de doses pour les 142 pays les plus défavorisés. Or, seulement 50 millions de doses ont été produites. Donc, il y avait quand même urgence à rappeler que le continent européen est un petit peu en retard. Donc, c'est une bonne chose, mais je pense que les États africains auraient pu rappeler que on a pris un retard absolument considérable. Mais est-ce que la question, Emmanuel, si vous permettez, si vous permettez, Emmanuel, alors je termine sur la question. Non, sur cette question justement, est-ce que l'essentiel, c'est le transfert de la technologie et non pas l'envoi de doses? Oui, mais vous aurez remarqué les pays dont il est question. L'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. C'est-à-dire les pays qui sont sans doute les mieux armés déjà pour lutter contre la pandémie. Pourquoi n'a-t-on pas envisagé la chose dans les pays qui sont les plus pauvres? Je pense notamment à Eswatini, l'ex-Swaziland, ou le Lesotho, ou les pays dans lesquels les capacités technologiques et industrielles et en termes de production vaccinale sont inexistantes. On s'est appuyé sur les pays les plus industrialisés ayant les économies les plus fortes. Je pense que c'est une bonne chose, mais qu'on aurait pu aussi se préoccuper des pays qui sont dans une situation encore pire que les 6 pays mentionnés. Alors, avant d'aller voir notre ami Philippe Boriaki avec nous ici dans le studio et Majid Nameh, une question pour vous, Emmanuel. Comment expliquer qu'il n'y ait pas dans cette liste le Maroc et l'Algérie? Pour une raison simple, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir le Maroc et l'Algérie, puisque le Maroc et l'Algérie, le Maroc avait envoyé une délégation un peu amoindrie, eu égard au fait que le président donc de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, était présent. Le Maroc avait vécu ça comme un acte de défiance, ou en tout cas avait très mal pris la chose. Et puis l'Algérie a estimé que tout ce qui vient est proposé par l'Union européenne est regardé avec un peu de précaution, si je puis m'exprimer ainsi, et puis tout simplement eu égard au fait que le pays que vous mentionnez, l'Algérie, a déjà... Et le Maroc, mais je commence d'abord par l'Algérie, a déjà sa propre logique vaccinale, qui n'est pas du tout la propre logique vaccinale des pays de l'Union européenne. Il s'agit de remettre à disposition les brevets, donc comme je disais, de rendre public un certain nombre de brevets, mais pas n'importe lesquels. Ceux de la société BioNTech, de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson, d'AstraZeneca et de Procter & Gamble. Et pas le Sputnik 6 ou pas les vaccins chinois. Donc une des raisons pour laquelle l'Algérie ne pouvait pas s'associer, c'est qu'elle utilise des vaccins qui ne sont pas ceux préconisés par l'Union européenne. Voilà. Philippe, sur cette question, alors le fait de ce transfert de technologie vers ces 5 pays africains, mais sans l'Algérie et le Maroc, qui sont quand même des pays importants, et sans les autres pays qui sont, vous dit Emmanuel, depuis pauvres, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle à la fin de ce sommet? C'est compliqué de répondre ça, parce que si on répond objectivement, évidemment toutes les choses qu'on donne gracieusement aux pays amis pour se développer, pour lutter contre la pandémie, ne peuvent que être saluées. Ça serait être de mauvais augure de dire non, enfin d'essayer de polémiquer là-dessus. Maintenant, on ne peut pas exclure que l'intérêt in fine, il est surtout pour j'ai envie de dire, pas amadouer, mais essayer de sortir par le haut et dire, vous voyez, on est quand même indispensable dans cette dans cette aventure actuelle, l'aventure future, et sans nous, ça va être très compliqué pour vous. Donc faites les bons choix. N'allez pas, on voit la polémique qu'il y a autour du vaccin Sputnik et du nombre de contaminations qu'il y a aujourd'hui en Russie, d'hospitalisation et de décès. Alors c'est assez compliqué parce que selon les chiffres, selon les agences, il y a des variations qui sont quand même ultra importantes, et donc ça on peut pas le nier non plus. J'ai pas envie de dire que ça arrive tard, parce que on aurait peut-être pu éviter Omicron, on aurait pu éviter Delta si dès le départ, cette coordination européenne, elle serait transformée de manière mondiale. Oui. Si ne serait-ce que la France avait eu une indépendance totale, tant sur la recherche que sur la
la trouvaille d'un vaccin. Moi, c'est pas que j'ai pas honte, mais je suis mal pour Sanofi Synthène-Labo, anciennement Ron Poulenc. Je suis mal pour Pasteur, qui sont des fleurons de notre industrie et de la recherche et de la médecine. Et donc, force est de constater qu'on a été très dépendant des autres. On a été sous perfusion, on a surcommandé pour ne pas être en manque. On a surcommandé des choses sur lesquelles on n'avait pas de retour assez important, mais en même temps, moi, je vais pas faire le jugement du gouvernement qui quand on est en théâtre de guerre, on n'a pas le temps de nettoyer les armes, c'est la réalité. Donc sans rentrer et sans faire un pont d'or à celles et ceux qui doutent de l'efficacité de ceci ou de cela. Moi, je considère que c'est pas un vaccin mais un booster, et un booster comme quand on prendrait un cocktail de vitamines le matin dans les périodes hivernales. Moi, je fais des cures de vitamine D, des cures de vitamine C, des cures de magnésium, et donc ça aide à renforcer le corps. Donc ce booster, je pense qu'il était plutôt dans ce sens-là, et qu'il a permis, en tout cas scientifiquement prouvé, d'éviter pour plein de gens qui ont été vaccinés de développer des formes graves. C'est pas pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas développé des formes graves, mais les variants qui vont se produire, ils mutent parce qu'ils s'adaptent. C'est le principe d'un virus. Il s'adapte à son environnement, il s'adapte aux défenses qu'on met en face. Et donc, est-ce que c'est pas trop tard si on donne des formules pour pouvoir créer des boosters, hein, puisque on a arrêté de l'appeler vaccin, alors qu'il y a d'autres types qui sont développés, qui sont plus forts et qui ont muté en plus entre le variant Delta et le variant Omicron, qui était Delmicron, un truc comme ça, je crois qu'on l'avait appelé. C'est un petit peu compliqué, quoi. C'est sûr que 1 litre d'eau, ça fait toujours plaisir, mais quand vous avez besoin de 10 litres d'eau, il vous en manque 9. Oui, mais est-ce que mieux vaut prendre le 1 que attendre les 9, parce qu'aujourd'hui, c'est une décision, Emmanuel, depuis l'a beaucoup développée, c'est une vieille promesse qui affronte en définitive et qui se confronte à la question de brevet. Le brevet n'étant pas européen, le brevet n'appartenant pas à la France, par exemple, pour qu'elle puisse décider de les donner. Je suis pas d'accord avec ça, monsieur Mamie, dans le sens où les brevets n'appartiennent pas à une nation, ils sont pas européens, etc. Ils appartiennent à des sociétés privées. Ils appartiennent à des sociétés privées, mais qui veulent pas les donner. Oui, qui veulent pas les donner, mais en temps de guerre, on ne négocie pas avec un gouvernement. Donc on prend le bien. Parce qu'il est de salubrité publique, il est primordial pour sauver une population, et si le labo il est pas content, on gèle tous ses avoirs, on lui bloque tout, ils vont plus rien, il respire plus. Vous fonctionnez à l'américaine. Mais ça peut être possible, hein, ça l'est déjà. Le préfet peut réquisitionner des hôtels privés lorsqu'il doit loger dans son pays, gens dans l'urgence dans son pays. Excusez-moi, dans son pays, mais le préfet ne peut pas aller réquisitionner les hôtels aux États-Unis. C'est vrai. Et la France n'a pas les moyens. Emmanuel Dupuis, sur ces paroles, on va passer une petite page de publicité. Et on repart sur Emmanuel Dupuis. Christophe sur France Maghreb 2. Vous êtes de retour sur le Grand Forum, émission spéciale cette semaine avec Tarek Mami à l'animation. Alors Philippe était en train de nous parler de réquisitionner le vaccin pour en faire profiter qui ? La terre entière. La pandémie était mondiale. Les Américains, quand ils ont commencé à parler de levée de brevets, ils étaient bien seuls. L'Europe avait un vrai coup à jouer sur la scène diplomatique internationale et montrer toute sa puissance. Sauf que chacun a tiré la couverture vers lui. On se rappelle tout au début de cette pandémie, sur le tarmac, ça négociait des mallettes de billets et des masques qui étaient censés arriver en Italie ou en France, qui étaient détournés sur d'autres secteurs. Enfin, sérieusement, ça a été catastrophique, et on a vu à quel point que l'union fait la force mais que la misère la divise, et là du coup c'était la pandémie qui a divisé, et l'instinct de survie a fait qu'on pense d'abord pour soi, et charité redonnée commence par soi-même. Mais dans ce coup-là, c'est pas possible. On a été juste tous et toutes ridicules. Enfin, je parle surtout des gouvernants, parce que nous, en bas de la pyramide, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas nos mots à dire, et puis surtout on était tous dans un climat d'anxiogénité juste affreuse et terrible.
Mais je regrette, sur ce coup-là, personne n'a tiré des leçons de ce qui s'est passé. Si demain ça se reproduit, c'est scénario catastrophe, encore un nouveau. Emmanuel Dupuis? Je sais pas si on a toujours Emmanuel. Alors, on va voir si on a toujours Emmanuel là. Ouais. Emmanuel? Oui. Je ne serais pas tout à fait sur la même longueur d'onde de Philippe pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que il faut bien avoir à l'esprit, pour que les auditeurs soient vraiment en parfaite connaissance de cause, qu'il n'y a que 2 entreprises qui maîtrisent la technologie de l'ARN messager, et ce sont des entreprises anglo-saxonnes, c'est Pfizer et Moderna. Donc ça, c'est une chose qui est indiscutable. Les Européens ne maîtrisent pas cette technologie. Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'une cohésion européenne. Elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas à niveau technologiquement. Malheureusement, nous avons loupé cette logique. Une des raisons pour laquelle la France et les pays européens se sont opposés jusqu'à présent à cela, c'est que justement, cela permettra à ces 2 entreprises, je rappelle Pfizer et Moderna, donc de lever des brevets sur une technologie prometteuse, accessoirement de faire une expérience sur le continent africain, appelons les choses clairement par leur nom, et deuxièmement, d'avoir eux-mêmes la maîtrise et technologique et justement de la plateforme technologique et donc de la protection intellectuelle. Attention, c'est un piège. Cette histoire nous montre à quel point l'omnipuissance des laboratoires américains a gagné par le jet du lobbying les positions européennes. Moi, je suis pas tout à fait certain que ce soit une bonne chose pour, in fine, la population mondiale. Je rappelle quand même que les choses soient très claires, que de toute façon, comme nous sommes déjà très en retard, les 2 milliards de doses qui n'ont pas été livrées, à ce rythme, puisqu'il s'agit de rappeler ce que l'Union européenne n'a cessé de dire, et l'a redit ces jours-ci, c'est-à-dire 70% de la population mondiale qui doit être vaccinée à l'horizon de la fin 2023, il faudrait multiplier par 4 le processus de vaccination, multiplier par 2 la production des vaccins. Vous comprenez la logique? Oui, en tout cas pour les entreprises qui offrent le vaccin se retrouvent de facto avec un doublement de la production vaccinale. En tout cas, pour les auditeurs de France Maghreb 2, pour faire simple, aujourd'hui, la France est donc en creux par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Emmanuel Dupuis. La France n'a pas, en tout cas, une souveraineté sur ce médicament. Le pays de Pasteur n'a pas. Aucun pays européen. Non, mais je parle d'autres pays, la France, les pays européens. Nous sommes quand même le pays de Pasteur. Donc nous, le pays de Pasteur. Mais c'est un sommet Union européenne, Union africaine, donc il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Mais moi, je parle de la France. Dans ce cas, notre pays, la France, n'a pas cette souveraineté. Et si on prend cet exemple d'absence de souveraineté sur ce médicament et sur plaisir, ça nous renvoie à notre absence de souveraineté sur le numérique, sur les réseaux sociaux, sur le militaire, puisque nous sommes intégrés à l'OTAN sans pouvoir décider. Donc, je crois que nous avons peut-être, avec cette crise aussi, pendant cette campagne électorale, on reviendra tout à l'heure sur les sondages yo-yo, cette question de souveraineté qui n'est pas soulevée par les candidats qui parlent islam, immigration, noir et arabe. Et la souveraineté, elle est où dans tout ça? Est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque qui va faire plaisir à Philippe? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a un candidat qui a osé le dire et qui, je crois, a été à peu près sur la même logique que j'ai essayé de développer, c'est Yannick Jadot, en parlant justement de la souveraineté européenne et de ne pas se laisser piéger par une fausse bonhomie des laboratoires ou une fausse caractère un petit peu le caractère de la bonté des laboratoires mondiaux en disant attention, cette souveraineté est un piège. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite question. Une petite dépêche qui vient de tomber, qui fera plaisir aux parents qui souffrent pour leurs enfants. Donc le fameux Nordal Lelandais vient d'être condamné par la cour d'assises ce vendredi 18 février à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour l'ensemble de ce qu'il a fait subir à la petite Maëlys. Donc, comme l'a demandé le procureur, je rappelle qu'en France, nous n'avons pas de condamnation à perpétuité réelle, que elles sont à ce qu'il faut retenir, c'est la peine de sûreté, c'est-à-dire la période avant laquelle un condamné ne peut pas prétendre demander
un aménagement de sa peine, donc il est parti pour 22 ans et plus dans quelques années. Donc c'est quand même une bonne nouvelle avec tous ceux qui s'attaquent à nos enfants et avec les douleurs qui frappent les familles. Donc ça c'était la parenthèse parce que là l'ALGF c'est aussi l'actualité du jour qui tombe à l'instant. Donc on va essayer de voir si on a notre ami Majed de l'autre côté parce que décidément aujourd'hui avec la grève de la RATP nous avons aussi de la grève de la technologie mais on fait avec. Avant de passer, donc, si on n'a plus rien, le mot pour terminer cette question de sommet, cher Emmanuel, cher Philippe. J'avais une petite question, peut-être un peu simple, concernant le vaccin et du Covid. On sait aujourd'hui que la population africaine a été la mieux préservée par rapport à cette pandémie, on le sait. Quel est l'intérêt aujourd'hui de les vacciner en masse ? C'est une question qui revient souvent de populations africaines qui le disent clairement. Nos amis Philippe et Emmanuel ne sont pas médecins, donc... non, mais je peux mais quand même. C'est une question que la population se pose. On se dit, attends, pourquoi ramener un vaccin pour des populations qui seraient pas heureuses d'avoir ce vaccin déjà d'une part, et d'autre part, est-ce que l'Afrique a été un peu épargnée par cette pandémie? Est-ce que ça n'a pas plutôt un intérêt, on parle de solidarité, mais c'est plus un intérêt européen qu'un intérêt africain? Alors, je laisserai Philippe ajouter des éléments. Quand même, trois éléments pour répondre à cette question. Premièrement, le taux de vaccination africain est le plus faible de l'ensemble des continents mondiaux. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est lié à tout cela, la population africaine croît beaucoup plus rapidement que les autres populations mondiales et que de facto, les populations d'aujourd'hui, qui certes sont sous-vaccinées, seront multipliés à l'aune donc des 4 milliards d'habitants à l'horizon de la fin du siècle, les 2 milliards d'habitants d'ici une dizaine d'années que va contenir le continent africain. On en est aujourd'hui, alors on nous parle entre 1,2 et 1,4 milliard d'habitants. Troisième élément, la mobilité ou l'ultra-mobilité qui fait qu'on ne peut pas déconnecter un continent qui, par sa géographie, est en interconnexion avec le continent européen, avec le continent asiatique. Donc évidemment, cela justifie le fait qu'il y ait non pas une séance de rattrapage. Vous avez raison de rappeler qu'il y a relativement moins de cas que partout dans le monde. À peu près 5 millions de personnes ont été touchées. On en est, je crois, au dernier chiffre à 160 000 morts, ce qui évidemment est bien moindre que dans d'autres continents. Mais encore une fois, il y a la mobilité. Et je crois qu'il faut s'en réjouir. Le continent africain n'est pas un continent autarcique. C'est un continent qui bouge, qui est vivace. Et dont la dynamique des personnes qui le transcendent, enfin qui le traversent, a automatiquement un impact avec les continents qui lui sont liés par les aéroports ou par par le biais maritime. Merci Manuel. Y a-t-il une utilité aujourd'hui, Philippe Bouriaki, dans le studio, à transférer soit cette technologie, soit les doses de vaccins dans un continent où la pandémie a fait moins de dégâts qu'en Europe et surtout qu'en Amérique du Nord et qu'au Brésil. C'est vrai qu'elle a fait moins de dégâts, mais la majorité des variants viennent de l'Afrique. Malheureusement, si, il y a 3 variants qui sont venus d'Afrique. Alors j'ai l'impression qu'on parle de l'Afrique comme on parle des enfants en France. Alors c'était eux qui contaminaient tout le monde. Là, en l'occurrence, le variant sud-africain... Sud-africain. Et là, on parle de la vaccination et l'OMS parle clairement de partager la vaccination. Il est bien en Afrique ou pas? Oui, mais on parle je voudrais juste savoir, géographiquement parlant, est-ce que le pays de Sud-Afrique... Dans la réalité, Philippe, on parle de l'Afrique subsaharienne et on parle sûrement pas de l'Afrique du Sud lorsqu'on parle de transfert de technologie. Là, excuse-moi, Latifa, je parle de l'Afrique du Sud qui est sur le continent africain. Oui. Donc, par conséquent, le variant venant du continent mais vous avez dit qu'il y en avait 3, donc il y en a un qui vient de l'Afrique du Sud, et le deuxième, il vient d'où? Il y a eu 3 variants qui sont venus d'Afrique. Donc, c'est lui de l'Afrique du Sud. On est d'accord. Je les ai pas tous en tête, je les ai pas tous cochés, mais non, mais je sais qu'il y en a 3. Vous voulez qu'on rigole un peu dans l'émission, donc. Non, mais on va rigoler, mais il y a pas de souci, sauf que. Il y en a un qui est venu du Brésil, un qui est venu d'Inde et un qui est venu d'Afrique. Voilà, donc tous les 3 ne sont pas venus d'Afrique. Je dis qu'il y a eu 3 variants. Tous les jours, il y a des nouveaux variants.
Ah, mais l'Afrique, on a envoyé un pour faire simple. Ouais. Elle a envoyé un joueur, elle n'a pas envoyé 3 joueurs. Voilà. Non, attends. Et par ailleurs, l'OMS indique qu'il faut partager ces technologies par solidarité, déjà dans un premier temps, et pour protéger les populations africaines. Ce que moi je dis, c'est que ces populations africaines ont été les moins touchées par la pandémie, c'est tout. Sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes chiffres. Et quand il y a des pays qui sont un petit peu fermés, qui sont fermés sur les autres, qui veulent pas communiquer. En Chine aussi, on n'a pas les bons mais chiffres. je dis pas. En Chine, puis officiellement, il y en a 4000. Et puis les bons chiffres, on arrive à les avoir pour le paludisme, par exemple. Donc, je disais que de toute façon, quoi qu'il arrive, pour éviter les variants africains, les variants brésiliens, Indiens, américains du Sud, Hollandais, français, européens, même martiens, il faut que tout le monde soit vacciné. On oublie le variant britannique. Oui, sauf que le variant britannique venait de Sud-Afrique. Sauf qu'il s'est énormément développé là-bas. C'est ça le problème. Non, mais le truc, c'est qu'il faut que tout le monde ait la même source d'information et source de remède en même temps et pratiquement en même moment. Parce que le souci, c'est que si tu leur donnes les restes alors que ça ne fonctionne plus, comme tout à l'heure on parlait sur les 10 litres d'eau, tu vois, vaut mieux un que rien. Mais si le 1 ne te permet pas de t'en sortir, ça sert à rien du tout. Mais on leur a donné des vieux bus, on peut leur donner des vieux vaccins. Oui, mais non, c'est une raison. Emmanuel? Oui, juste pour préciser, parce que c'est vrai que mes chiffres étaient largement minorés. Forcément, puisqu'ils étaient un petit peu anciens, donc je corrige. Il y a 11 millions de cas sur le continent africain, puisqu'on a dépassé les 10 millions, et non pas 125 000 morts, hélas, mais le double, plus de 250 000 morts, ce qui, de toute façon, confirme le fait que le continent africain, et là, j'ai les derniers chiffres de l'OMS sous les yeux, est le continent où l'on vaccine le moins, qui ne représente que 1,71% des doses administrées dans le monde. Il y a combien de morts, vous avez dit? 2 millions. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. 2 millions. On a franchi le cap des 2 millions. Plus précisément, hier, donc chiffre de l'OMS, 2 400 000. Est-ce qu'on peut rappeler le nombre de morts aux États-Unis et au Brésil, qui sont les deux pays en pointe en termes de morts, même de mémoire, je ne saurais pas dire. Bon, on ira faire ça pendant la pub. Voilà, c'est ça. On ira faire un tour sur Google qui renseigne en tout, des fois bien, des fois mauvais. Voilà. Donc, un dernier mot sur ce sommet africain, Philippe, dans sa globalité. On attend le prochain. Le prochain, c'est quand, cher Emmanuel? C'est simple. Institutionnellement, les sommets France-Afrique, les sommets Union européenne et Union africaine ont lieu tous les 3 ans. Donc, comme je l'ai dit, il a été repoussé 2 fois. Le dernier s'est déroulé en novembre 2017 à Abidjan. Donc, a priori, si je compte bien, ce sera novembre 2029. Non, 29, ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. 2022, alors on va compter sur les doigts comme les enfants. On est en 22, 23, 24, 25. Voilà, et ça sera en Afrique. Ce sera absolument. Parce que c'est alternativement. On est à la 6e édition. On alterne à chaque édition. Tous les 3 ans. Oui, la prochaine fois c'est en Afrique. Voilà. Moi je trouve que c'est trop loin 3 ans parce que c'est trop loin, on devrait le faire. Attention, il y a une raison à cela. Allez-y. La Commission européenne a été élue pour 4 ans. Oui. Donc le principe c'est que justement il puisse y avoir une rotation qui tienne compte donc des différentes chronogrammes. La présidence tournante de l'Union africaine, c'est tous les ans. Oui. Les présidences de l'Union, du Conseil européen, c'est tous les 6 mois. Oui. C'est pour qu'on ne soit pas toujours dans la logique où on tombe sur des grands États, entre guillemets, du côté européen, et sur des régions. Je rappelle que la présidence de l'Union africaine tourne parmi les 5 régions. C'est rarement 2 fois de suite un président de la même région africaine. Moi, l'interrogation, je me pose la question, si on faisait pas ça tous les ans, et que, comme ça, il y a beaucoup plus de décisions, de vérifications, de planification que tous les 3 ans. Vous savez, des fois, certains États oublient. Attention, il faut pas l'oublier ça. Oublier, ça coûte cher, ce sommet. En tout cas, ça doit coûter moins que la corruption, mais bon, on n'a pas les chiffres de la corruption. Donc, les chiffres de la corruption, je les ai parfaitement. L'évasion fiscale sur 20 ans est supérieure à la dette du continent africain de
100 milliards de dollars. Et voilà. Bon, donc, on pourrait essayer de faire moins de corruption pour faire plus de sommets et pour faire donc des sujets. Par exemple, cette histoire de transfert de brevets à l'international. Si on en parlait une fois tous les 365 jours, peut-être qu'au bout de 4, 5, 6 fois, on finit par obtenir quelque chose. Mais si on en parle une fois tous les 3 ans, il faudra 30 ans pour y arriver. Voilà. Donc ça, c'était pour notre première partie. Alors peut-être un deuxième sujet dont on parle pas souvent à la radio, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est technique, mais je compte sur Emmanuel et sur Philippe pour le faciliter pour les auditeurs de la radio. On en a parlé 2 ou 3 fois par des spécialistes. Aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle d'une manière pédagogique. C'est l'arrivée de Bitcoin dans Bitcoin à l'anglaise, Bitcoin à la prononciation, dans les économies des pays. Et il y a le Salvador qui a décidé, donc, cher Emmanuel, d'adopter donc cette monnaie virtuelle, y compris pour des prêts bancaires à l'intérieur des Salvador. Et que trouvent les Américains à faire? Ils mettent en place une commission pour étudier les conséquences de cette nouvelle monnaie à l'intérieur des Salvador et pour dire en filigrane que ça risque de mettre en danger le dollar américain, donc l'économie américaine, donc réfléchir quoi faire. Un petit mot pour les auditeurs sur l'explication de ce que c'est que cette monnaie en termes pédagogiques, pas en termes techniques, pour nos auditeurs sur cette nouvelle monnaie virtuelle et de cet interventionnisme américain dans un pays d'Amérique du Sud, le Salvador, qui a décidé donc de prendre sa souveraineté monétaire, puisqu'on parle de l'absence de souveraineté et de l'Europe et de la France. Alors, vous avez déjà très bien résumé la situation. Le président Najib Boukele, c'est un président qui est plus démocrate, entre guillemets, je mettrais beaucoup, double guillemets, c'est un peu relatif, mais enfin néanmoins. Le président Boukele avait la vocation d'assurer la souveraineté monétaire et économique de son pays. D'où l'idée de dédollariser son économie. Jusque-là, c'est très vertueux. D'autres pays y réfléchissent très sérieusement. La Russie est en train de le réaliser. D'autres pays ne veulent plus être dépendants de ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Pour les auditeurs, pour faire simple, toutes les transactions commerciales dans le monde sont libellées en dollars, ce qui permet à la justice américaine d'avoir un droit de regard et ce qui permet au Trésor américain de bloquer, parfois, souvent, quand ces transactions ont lieu avec des pays qui sont sous sanctions internationales ou qui sont blacklistés au sens littéral du terme. Le Soudan, avant, c'est désormais plus le cas. Le Yémen, évidemment l'Iran, la Corée du Nord. Et donc, évidemment, le président salvadorien, du Salvador, a estimé que son économie, qui était dépendante du dollar, puisque c'était le dollar américain qui était la monnaie d'usage, allait être remplacée par une crypto-monnaie dont le but est d'être moins dépendant, d'être dématérialisé bien sûr, et d'être moins dépendante au sens propre du terme d'une banque centrale. En l'occurrence, pas la banque centrale du Salvador, mais le Trésor américain, puisque c'était le dollar qui était la monnaie d'usage. Donc en fait, on change l'économie du dollar vers une économie donc du nom de cette crypto-monnaie dont le nom va me revenir, que je vais vous retrouver. Alors, de quoi s'agit-il? Évidemment, c'est tout simplement une volonté donc de s'autonomiser de la tutelle américaine. Jusqu'à présent, rien de choquant à cela, et d'une certaine façon, on peut faire le pendant avec ce que vous évoquiez précédemment dans le sujet sur le Mali. Le Salvador a tout à fait le droit de choisir la monnaie qu'il veut utiliser. Deuxièmement, le fait que ce soit, vous avez été, je trouve, mon cher Tariq, pas suffisamment, vous avez été très diplomate dans vos propos en disant que les États-Unis allaient lancer une commission d'enquête. Ils font pire que ça. Ils ont décidé d'ores et déjà d'interdire, ou ils entendent interdire le recours à cette monnaie, je cite, parce qu'il y a un risque de déstabilisation du système financier américain. Tout à fait. Cette nouvelle politique peut potentiellement affaiblir la politique de sanctions des États-Unis. Vous aurez compris que derrière tout ça, il y a aussi une façon pour les États-Unis d'avoir cette épée de Damoclès vis-à-vis de pays avec lesquels elle n'entend pas avoir des relations diplomatiques normales. Je pense notamment à la Chine ou la Russie d'aujourd'hui. Et donc elle exige, les mots ont leur importance, que lumière soit faite sur la politique du Salvador et exige
de l'administration salvadorienne qu'elle atténue le risque potentiel pour le système financier américain. Donc, excusez-moi l'expression, mais évidemment, là, on est dans le néocolonialisme, on est dans le néopaternalisme d'une ancienne puissance tutelle je rappelle que le Salvador avait été conquis par les États-Unis à la fin du XIXe siècle, qui me semble évidemment interroger beaucoup sur le caractère très libéral de l'actuelle administration américaine. Je rappelle que c'est pas l'administration Trump, c'est l'administration Biden qui c'est l'administration américaine tout court, parce que sur ces questions-là, que ce soit républicain ou démocrate, ça change rien. D'ailleurs, cette commission est demandée à la demande de membres des deux partis qui ont signé en commun une demande donc au secrétaire d'État américain. Donc ce n'est pas droite-gauche, c'est et la droite et la gauche. Absolument. Et donc le nom de la monnaie, donc voilà, ça me revient. Le nom de la monnaie salvadorienne s'appelle le Pax Sol. Oui, non, la Pax, ça c'est la société internationale. C'est la plateforme. C'est la plateforme internationale qui a été choisie par le Salvador pour la mise en place. D'ailleurs, à ce titre, au début de l'ouverture des Jeux de Pékin, les Chinois, qui n'en ratent pas une, comme dit l'autre, ont mis en place donc cette monnaie virtuelle pour tous les sportifs. Les Américains donc ont essayé d'intervenir pour interdire à leurs propres athlètes de ne pas l'utiliser. Manque de peau sur la place à Pékin, donc en tout cas dans le centre des Jeux, il y avait que cette monnaie, et donc tout le monde a utilisé cette monnaie virtuelle. Et je rappelle pour les auditeurs intéressés par ces questions un peu compliquées en sciences politiques que le conseiller américain qui s'appelle Brzezinski, avant de mourir, avait expliqué à tous que le jour où l'Amérique perd le contrôle de la souveraineté internationale à travers le dollar, en clair, le jour où le dollar ne sera plus la monnaie étalon pour le commerce international, il y aura plus d'États-Unis. Et c'est peut-être pour ça, Emmanuel, que cette commission rebondit, parce qu'elle est consciente que si elle perd le dollar, donc demain, les États, par exemple l'Arabie Saoudite, c'est un exemple, l'Arabie pourrait vendre son pétrole à la Russie sans passer par le dollar. Bon, déjà, il faut avoir à l'esprit que la Russie est en train de le faire. Il faut aussi avoir à l'esprit que les Iraniens sont en train de le faire aussi. Et il faut surtout que les auditeurs aient conscience qu'il y a de plus en plus de pays qui veulent se débarrasser de la tutelle dollar. Et d'une certaine façon, l'Union européenne, qui est en quête de puissance, aurait tout intérêt à se rappeler qu'après le dollar, l'euro est la monnaie la plus puissante. Et d'une certaine façon, si nous n'affirmons pas cela face aux Américains, je rappelle que nous vendons nos Airbus, nous vendons nos prestations spatiales, nous vendons nos matériels de défense en dollars. C'est une vraie épée de Damoclès. Et là, pour le coup, à force de se gargariser de mots, l'autonomie stratégique, l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, tout ça c'est du pipeau et c'est du vent tant que le dollar reste la monnaie étalon. Alors pour l'histoire, et juste pour faire réfléchir les auditeurs et pour un peu amener comme quoi les Arabes, les musulmans, les trucs servent toujours un petit peu quelque chose, je rappelle qu'en 1979, quand Khomeini est arrivé en Iran, la première chose qu'il a demandé à la communauté nationale à travers son pays, c'est la mise en place de ce que lui, il avait appelé à l'époque un panier monétaire dans lequel il y aurait le dollar, mais aussi la livre anglaise à l'époque, le franc suisse, l'estrelé. Bon, déjà. Et peut-être que c'est aussi pour ça que les Américains, dès le départ, n'ont pas voulu de ce régime iranien. Et aujourd'hui, donc, qui tient la finance, tient le monde. Dernier mot, pour donner la parole à Tifa et à Philippe. Le colonel Muammar Kadhafi avait exactement le même projet en voulant créer une monnaie africaine qui soit dédollarisée, certes, et qui soit basée sur les propres réserves en or et qui ne sont plus les réserves placées dans les banques européennes. Évidemment, il faut avoir à l'esprit que le franc CFA a évidemment la moitié de ces devises en or qui sont placées dans les banques centrales, notamment la Banque centrale française. Voilà, la Banque centrale française. Alors, est-ce qu'on peut juste dire que cette monnaie Bitcoin, monnaie virtuelle, a été créée pour la première fois par un Américain? Bah oui. oui, c'est pas antinomique du tout. Donc c'est celui qui crée la monnaie virtuelle qui risque de détruire la monnaie de son pays. Qui est en train de transformer l'économie mondiale. Oui, voilà. Ok, Philippe, sur cette, est-ce que vous avez acheté vous quelques
Non. Non. Emmanuel non plus, je suppose. J'ai beaucoup d'amis qui sont investis dans le Bitcoin. D'ailleurs, nous avons un ami commun, mon cher Tariq, en la personne de Lotfi Belhadj, Oui. qui est un expert Oui. des crypto-monnaies, qui lui-même est en train de lancer des crypto-monnaies sur le continent africain. Ouais. Mais je n'ai pas osé le faire. Mais je suis déjà trop ancien. C'est quand même quelque chose de la génération. C'est pas la génération des boomers. On est un petit peu passé à côté de ça quand même. Ouais. Bon, on peut conseiller à nos auditeurs d'aller chercher, comprendre, acheter quelques... Acheter, c'est risqué parce qu'il faut bien s'y connaître. Hein. Il faut suivre ça avec attention. Mais néanmoins, si les auditeurs sont intéressés, il y a chaque année un forum maintenant, un forum mondial des crypto-monnaies qui a lieu à Biarritz chaque été. Donc si ça les intéresse, il y a un site internet dont je pourrais donner les coordonnées. Bon, question pratique qu'on posera peut-être un jour à notre ami commun Lotfi Belhadj. Est-ce que les États, comme ça s'est passé au Liban et ailleurs, peuvent, j'allais dire, geler cette monnaie virtuelle et empêcher, ou en Grèce, et empêcher les gens d'aller retirer leur argent en leur disant c'est maximum 100 euros par mois, par semaine? Vous me posez une colle. Je suis pas certain. C'est pour la réflexion. Ouais, je suis pas certain que ce soit vraiment vrai et possible. La meilleure preuve en est au Kazakhstan. Il faut avoir à l'esprit que le Kazakhstan est le deuxième pays où l'on mine le plus. Pourquoi je dis cette expression? Parce que pour créer de la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, il faut quand même créer des lignes de code. Et donc les lignes de code, elles sont créées par des ordinateurs, des méga calculateurs. Et donc du coup, à un moment ou à un autre, il faut bien que physiquement il y ait une trace. Et donc la trace, ce sont et là-dessus ça me permet de lancer la perche à Philippe. C'est parfaitement écolocide, si j'ose dire. C'est vraiment l'antithèse d'un monde décarboné, parce que le minage est une catastrophe écologique. Et donc pour miner, il faut des pays dans lesquels les pays soient plus corrompus que d'autres, disons-le comme ça, acceptent des dégradations environnementales. Il fait beaucoup d'eau, donc ça fait augmenter artificiellement le prix de l'électricité. En l'occurrence, c'était une des raisons de la montée en puissance d'un sentiment de corruption endémique ou de gabegie de la part, ou de kleptocratie de la part du gouvernement kazakhstanais, ce qui a provoqué les manifestations de janvier dernier. On oublie que c'est aussi parce que le Kazakhstan est devenu un des principaux lieux de création monétaire, donc de minage de Bitcoin. Philippe, est-ce que le fait que cette monnaie soit plus décarbonisée peut pousser les écologistes à en être les supporters, les supporters et les promoteurs? Bah oui et non quand même. Hein. Tu t'appelles Philippe? Il a la priorité, Emmanuel, parce qu'il est loin, donc il dit j'ai pas vu le geste. Mais je me suis tapé tout Paris, moi. Au contraire, je viens d'augmenter mon bilan de carbone avec des fortes rafales à 90 km/h. Moi, je peux pas parler au nom des écologistes. Non, je parle en votre nom à vous, en tant qu'écologiste, pas en tant que parti. Évidemment, on est pour éviter une grande partie de la manipulation, de la fabrication de billets, parce que du coup c'est des arbres, c'est de l'encre, c'est ceci. Enfin, on peut rentrer dans un délire fou de Khmer vert où on veut être plus vertueux à chaque fois et donc on finira carrément par ne plus manger du tout, comme ça on est sûr qu'on est super vertueux et on finira. Alors Latif Alouchem qui nous réalise l'émission aujourd'hui a pour habitude de dire que j'allais dire ces produits, cette démarche écologique, c'est pour les bobos. Il faut déjà être riche pour pouvoir bien manger, aller chez le magasin bio, alors que quelqu'un qui n'a rien à manger, on va lui dire non mange pas, va chercher le bio. Non mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut mal manger aussi et manger des choses. Non mais c'est pauvres qui mangent pas ceux qui mal mangent. Il faut manger différemment. Non, moi je parlais en fait ce que Monsieur Mamie a voulu dire, pardon Philippe, c'est que on nous présente un modèle. Le modèle parfait, c'est de rouler en voiture électrique, 25 000 euros, d'aller en trottinette, d'acheter bio, mais tout cet ensemble de vie parfaite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est réservée aux bobos parisiens. Voilà. Non, elle n'est pas réservée aux bobos parisiens, elle est réservée à tout le monde. Faut-il encore se donner les moyens ou avoir envie? Faut-il encore modifier ses modes de consommation pour obliger les supermarques à faire moins de marge et donc à faire descendre les prix? C'est tout un ensemble où on a tous chacun notre responsabilité
Elle est collective, mais elle commence aussi individuellement. C'est les petits gestes que chacun font au quotidien qui emmènent la production ou la façon de faire à l'échelle beaucoup plus grande ou à l'échelle industrielle, entre guillemets. Et donc, il faut qu'on arrête de croire que l'écologie, c'est uniquement pour les bobos. L'écologie, elle est pour tout le monde, sauf que c'est les bobos qui en parlent le mieux aujourd'hui. Le plus. Le plus, ouais, pas le mieux. Et à France Maghreb 2, la chose pour laquelle on parle le plus, c'est... Je vais vous interrompre. C'est la pub. C'est la pub, là. Je pourrais rebondir après à ça? Vous êtes de retour sur le grand forum animé par Tarek Mami. Nous sommes vendredi 18 février 17h23 et nous allons redonner la parole à Philippe qui a été interrompu de manière sauvage. Par la pub. Par la pub, par Atifa, par Emmanuel Dupuis, par tout le monde. On m'aime pas dans cette radio, quoi. C'est pas parce qu'ils m'ont exclu de LV que vous pouvez me faire la misère, hein. Ah non, nous ici on n'expulse personne. Ah, c'est bien. Et surtout on n'annonce jamais quand on expulse quelqu'un. Comme ça reste. Surprise, ça reste entre nous. Là, attention, je vais bientôt revenir dans le game. Justement, le fameux mémoire que je faisais, enfin le mémoire. Allons-y. On revient sur est-ce que les écologistes vont être les meilleurs amis du Bitcoin. Les Bitcoins et en même temps, est-ce que... Les crypto-monnaies. Mais aussi, on avait dit que c'est les bobos. Oui, c'est les bobos qui en parlent le plus de l'écologie parce que c'est notre faute à nous parce qu'on les laisse et quand t'as quelqu'un qui émerge, il lui coupe la tête mais parce qu'on manque de force et on manque de confiance en nous. Oui. Je suis persuadé que dans les années futures d'ailleurs, c'est vraiment à ça que je vais m'atteler dans le futur de préparer une nouvelle. Vous êtes en train de nous annoncer un nouveau parti écologique depuis René Raymond en 1962. Non. Je vais inviter toutes ceux que je connaisse, et y compris les auditeurs et les auditrices, à adhérer à Europe Écologie Les Verts, à prendre le contrôle de ce parti, de ne pas laisser à une élite. C'est pas avec des phrases comme ça que vous allez pouvoir revenir, hein. Oui, mais il y a des lois en France. Moi, je suis complètement confiant. Bon, revenons à Bobo. Mais justement, Bobo, il faut remplacer le terme Bobo par le monde contemporain et non, il faut réaliste. être réaliste, Philippe, et il faut proposer des alternatives réalistes aux citoyens. Par exemple, la voiture électrique n'est pas forcément quelque chose d'écologique. Par exemple. Des fois, il y a du greenwashing et il faut le regarder en face, le greenwashing. Attends. Entre le fossile et l'électrique, vaut mieux prendre de l'électrique que du fossile. Mais entre l'électrique et l'hydrogène, vaut mieux prendre de l'hydrogène. Et entre l'hydrogène et un cheval, vaut mieux prendre le cheval. Mais après, ça dépend. Si je veux faire le tour de Paris en 2 heures... Quelquefois, on a une voiture essence, on a payé cette voiture essence, on n'a pas les moyens de prendre une voiture électrique, c'est la réalité. On n'habite pas à Paris, on n'habite pas dans une grande ville, on habite à la campagne ou dans un endroit où on doit faire des kilomètres, on doit aller travailler avec son véhicule. Alors on fait comment? On regarde la télé et on voit plein de primes pour des voitures électriques et on n'ira pas le faire. Par contre, il y a des alternatives possibles. On peut mettre un petit boîtier, rouler à l'éthanol, je sais pas, mais il faut arrêter de croire que n'importe qui peut rouler en voiture électrique. Si tout le monde peut rouler en électrique, à condition que les productions suivent. C'est l'offre et la demande. Rappelle-toi, je vais donner un exemple très simple, l'écran plasma et l'écran LCD. C'est pas les mêmes budgets. Je peux finir ou pas? Non. Mais, par rapport à une télé plasma qui était à 70 000 francs à l'époque et une télé à tube cathodique qui était à 1500 francs, on achetait tous la télé à tube cathodique. C'est le même principe. C'est ce qu'on appelle lorsque c'est fabriqué de série. Et lorsque c'est fabriqué de série, tu achètes des composants en énorme quantité, donc ça te coûte moins cher. Tu fabriques sur une ligne, donc ça te coûte moins cher. Tu n'as pas une fabrication spécifique. Et ça, c'est valable pour tout. Les premiers téléphones, je peux t'assurer qu'ils valaient une fortune. Et au fur et à mesure du temps qu'ils sont fabriqués en série et qu'il y a plus de demandes, et tu es obligé de fabriquer plus et les prix descendent forcément. Et la concurrence... c'est vrai, tu as raison. Pour l'hydrogène, c'est absolument vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'électrique, dans sa production, est si vert que ça? Non, mais bien sûr que non. Bon, non, ça dépend. Justement, je vais couper Philippe. Je vais lui faire Oui, si, attendez, 5 secondes. Je vais couper, Philippe, et lui faire une proposition qu'il pourra pas refuser. Alors, juste avant de... tout le monde y veut répondre. Non. Vous savez que notre ami Latif Aloucham anime une émission tous les mardis soirs à 20h qui s'appelle Cultivons notre jardin, qui ne parle que d'écologie. Donc, le moment venu,
vous savez que vous pouvez intervenir dans une émission qui parle d'écologie. Parce que là, on parle politique, on parle dans tous les sens, donc c'est pas la même chose. Emmanuel, et puis on a retrouvé notre ami Majed, si j'ai bien compris. Oui. Donc Emmanuel, vraiment 1 minute, 1 minute 30. 1 minute. Parce que Majed, on a perdu l'internet et donc on vient de le récupérer. Et là aussi, et alors, juste une petite phrase. L'émission Cultivons notre jardin n'a pas non plus, comment dirais-je, l'exclusivité de parler écologie. On peut parler écologie tout le temps, et c'est pareil que pour le parti écologique Les Verts, ils n'ont pas l'exclusivité de parler écologie. Voilà, alors, Emmanuel. Juste deux phrases. Ouais. Premièrement, je pense très sincèrement qu'il va être très compliqué pour le mouvement écologiste de revendiquer le modèle économique du Bitcoin, car il est profondément écolocide, je le rappelle. De son point de vue. Alors c'est quoi pour moi qui comprends pas? C'est quoi la production écolocide? Non mais attendez, Emmanuel. Moi quand je comprends pas un mot, même à la radio, j'ai pas honte de dire ça veut dire quoi ce mot-là, parce que je suis comme tous les antinomique avec le discours des Verts, totalement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Premièrement, quand vous créez donc des lignes de code, oui, vous avez besoin d'énormément d'énergie, un nombre incalculable de mégawatts. C'est-à-dire qu'il y a une surproduction d'électricité pour une valeur énergétique, enfin une valeur, comment dire, qui est irréelle, immatérielle. C'est pas pour chauffer, c'est pas pour se nourrir, c'est pas pour cuire des aliments, c'est pour créer des lignes de code. Ok? Donc c'est pour la spéculation. Premier élément, je pense que c'est une logique ultralibérale que les Verts ne peuvent pas revendiquer pour l'heure. Deuxièmement, l'endroit où est produit les bitcoins sont quand même pas des havres de démocratie, comme je l'ai dit, car il y va de la corruption endémique et il y va de la manière dont les pays vont à l'encontre des engagements planétaires qui ont été les leurs, c'est-à-dire une réduction de moitié des gaz à effet de serre. Donc ça aussi, je pense qu'on est à l'antithèse du discours écologiste. Et puis, un troisième élément pour répondre sur la polémique sur l'électrique. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que l'électrique n'est pas la panacée pour une raison simple. Vous rejoignez un Tifa, là. Mais Philippe, je suis le premier à le dire. C'est vrai, Philippe aussi le dit. Ouais. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. En 2030, l'Union européenne ne produira que 30% de ses besoins stratégiques minéraux dont ont besoin les voitures électriques, le lithium, le cobalt et le nickel. Et où est-ce qu'on va aller chercher ces matériaux que nous ne produisons pas? En Afrique. Non, on va aller le chercher en Chine, on va aller le chercher pour la fabrication en Chine. On va le chercher dans des pays dans lesquels le principe de l'exploitation de ces minerais pose quand même quelques problèmes en termes d'éthique. Ce sont des petits-enfants qui exploitent ces mines. Donc là aussi, attention parce que les couloirs sont à être dans une logique vertueuse où, soi-disant, le fait de rouler électrique serait vertueux. Je suis le premier à dire, Emmanuel. Moi, j'ai eu un débat important au sein d'Europe Écologie Les Verts. J'ai des positions, des fois, qui sont... Je m'en fous de l'Europe Écologie Les Verts. Non, je te dis... Vous vous en foutez pas de Philippe, qui a quelque chose à dire, quand même. Non, mais je m'en fous de l'Europe Écologie Les Verts. Alors, Philippe... Oui, mais c'est là-bas, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est moi, comme je l'ai dit dans un média, je ne suis pas un frondeur. Dans le sens où c'est pas parce qu'on y est plus. Vous êtes porteur d'idées de bataille. Je suis porteur d'idées. Et je suis surtout porté de réalisme. Voiture électrique. Et donc moi j'ai toujours été opposé aux véhicules électriques, en disant que ça peut être une alternative que temporaire, mais rapidement il faut investir dans l'hydrogène. Et là, aussi dingue que ça puisse paraître, celui qui était précurseur là-dessus, c'est Bolloré. C'est Bolloré, avec la pile à combustion, c'est Bolloré. On peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur sa façon de voir le monde, d'exploiter le monde sur les médias, etc. C'est le premier qui avait raison. Et quand tu regardes, et c'est là où c'est le plus dingue, ceux qui aujourd'hui, y compris chez les Verts, qui critiquent les pétromonarchies, pour fabriquer de l'hydrogène, il faudra essentiellement des panneaux solaires pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène. On part du côté de Majed, de l'autre côté, on va faire une séance de rattrapage, puisqu'on l'a perdu pendant 1h30. Majed, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, voilà. Je suis avec vous. Vous voyez comment ça débat sur France Maghreb 2, cher Majed. Alors, un mot sur ces bitcoins. Peut-être. Voilà. C'est-à-dire la crypto-monnaie. Oui. Voilà. Un petit mot. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est-à-dire maintenant, elle est assez répandue ou pratiquée dans beaucoup de pays d'Amérique latine. En Asie, etc. Mais la question, d'abord, c'est la fiabilité de cette monnaie. Ensuite, pourquoi
on a recours à cette monnaie. Peut-être pour échapper au dollar? Pour échapper au dollar, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années, la BNP, la banque française BNP, a échappé d'une grosse amende de 10 milliards de dollars pour avoir commercé avec l'Iran. Faire des affaires, des transferts avec Cuba, avec l'Iran, avec la Syrie, etc. Donc c'est pour échapper aux sanctions américaines. Finalement, ce n'est pas cette monnaie qui menace l'hégémonie du dollar. Ce sont surtout les sanctions. Maintenant, par exemple, la Russie et la Chine, pour éviter ces sanctions, ils utilisent une autre monnaie. L'Iran, au plus fort de la crise avec des sanctions avant 2015, favorisait le troc. C'est-à-dire, moi, je vous paye, je vous donne du pétrole, vous me donnez telle marchandise, etc. On revient au début de l'humanité, vous me donnez un taureau, je vous donne du blé, quoi. C'est plus simple. S'il y a un ennemi du dollar, c'est bien les États-Unis qui l'utilisent à tort et à travers, comme une arme et non pas comme une monnaie d'échange. Surtout depuis depuis 74, quand ils ont supprimé l'équivalent or pour garantir la valeur de l'argent. De Gaulle, à l'époque, était furieux. Il ne voulait absolument voir ça. Même avant, c'est-à-dire, il refusait ça. Mais finalement, après sa mort, ça a été adopté en 73. Voilà. Mais je vous donne un chiffre. Allez-y. Il y a 30 ans, le dollar était la monnaie d'à peu près 90% des échanges. Oui. Maintenant, elle est un peu moins que 60%. Et ça va continuer si la même politique va être poursuivie. Alors, on va partir du côté de la publicité et au retour... Pas encore, il reste une minute ou deux. Quand Biden a menacé la Russie de sanctions terrifiantes, l'une des sanctions, c'était l'accès au SWIFT. Oui. C'est-à-dire ce mode de transfert d'argent à l'international. Voilà. Donc, finalement, comme disait Talleyrand à propos des guerres, on utilise des guerres à tout. On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Et, à mon avis, avec le dollar, on peut tout faire. Mais à trop en faire, finalement, c'est le dollar qui dégringole. Ok. Donc, juste après la pub, on reviendra en France, franco-français, avec ma question. Mercato entre les partis politiques, transfert, alors c'est autotransfert, c'est Swift, cher Majed, mais c'est auto-Swift, c'est pas Swift par les autres, entre les partis, principalement entre les trois partis de l'extrême droite, puisque aujourd'hui beaucoup rangent Madame Pécresse dans l'extrême droite depuis l'utilisation de l'expression grand remplacement dans son dernier meeting au Zénith, mais aussi un petit peu à gauche avec la phrase assassine de Madame Ségolène Royal qui conseille à Madame Hidalgo de se retirer de la campagne électorale et qui déclare clairement que le vote utile dans ce pays pour cette présidentielle, c'est le vote Mélenchon. Et donc j'appelle ça sondage yo-yo à droite, mercato entre les partis. Et nous reviendrons et nous commencerons par Majed pour faire un peu de rattraper le temps perdu pour lui. Merci d'être de retour sur le grand forum animé par Tarek Mami durant toute cette semaine. On va retrouver notre très cher Christophe dès lundi. Mais tout de suite, on redonne la parole à nos invités et chroniqueurs. Alors, juste une dépêche qui vient de tomber. Alors bon, j'ai perdu la dépêche, mais... donc je vais pas mal prononcer le nom de lieu où une explosion vient d'avoir lieu à l'instant. Donc c'est en Ukraine, dans une de deux républiques indépendantes d'Ukraine. Une grande explosion donc vient d'avoir lieu à l'instant à côté du siège du gouvernement
indépendantiste de cette république. Où ça Alors, je veux pas mettre je vais pas faire des lexiques, c'est Donetsk. Voilà, donc je voulais pas faire donc, une explosion vient d'avoir lieu à l'instant. Et Biden va s'exprimer. Voilà, et donc, et ça, aujourd'hui, alors, il y a la provocation entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pour qu'on dise que c'est Poutine qui pousse tout ça pour pouvoir envahir, mais ça, on a compris le jeu. Donc, revenons en France, restons en France. Alors, est-ce que, Majed, si je vous dis, yo-yo des sondages en France, qui fait passer aujourd'hui Monsieur Zoliv, nous on l'appelle ici à la radio, Monsieur Zemmour, devant Madame Pécresse. Non. Oui. Ah ouais? C'est le sondage du jour. Voilà. Alors, les chiffres seraient 24% au premier tour pour Monsieur Macron, 17% pour Madame Marine Le Pen, 14% pour Monsieur Zoliv Zemmour, 11 pour Madame Pécresse, 12 pour Pécresse, et 11 pour Mélenchon. C'est le sondage que j'ai qui vient de tomber. De Chiki. Oh, donc ça. Alors, est-ce que ce yo-yo et le fait que Madame Ségolène Royal, qui est au Parti Socialiste, qui, je le rappelle, a été flingué dans sa candidature présidentielle par son propre Parti Socialiste, comme il l'a fait pour Hamon la dernière fois, déclare en tout cas que le vote utile est Mélenchon. Alors, est-ce qu'on est dans une campagne électorale, cher Majed, ou est-ce qu'on est dans une espèce de politique spectacle dans laquelle qui pousse d'ailleurs l'abstention à devenir de plus en plus forte, parce que je rappelle que au mois de septembre, il y avait beaucoup plus de personnes françaises, de citoyens intéressés par les élections présidentielles qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent participer ont beaucoup diminué, et ceux qui veulent s'abstenir, dans le sondage sorti il y a 2 jours, pareil, augmente. Majed Nahmé, directeur du site Afrikazi et de la revue Afrikazi. Écoute, Tarek, je pense que c'est comme tu l'as bien dit, on assiste à un spectacle, et un spectacle affligeant, surtout quand on voit la libération de la parole, des propos racistes, dans le temps, c'est-à-dire tous les médias auraient fermé leur antenne devant de tels propos. Non, maintenant c'est le contraire. Ce sont certains médias qui font la promotion de tels candidats qui sont, je pense, pour le nommer, c'est Zemmour, qui a été condamné pour racisme et qui a multiplié les falsifications historiques. Et prenons par exemple le fait, par exemple, le grand remplacement. C'est curieux quand même. Il y a dans le monde, dans l'histoire, il y a 2 pays qui ont fait le grand remplacement, à ma connaissance. C'est-à-dire l'histoire connue. Il y a les États-Unis, qui sont les Européens, les immigrés, qui ont remplacé les indigènes. Les natifs. Voilà, les natifs, avec un massacre de 60 millions de personnes. Et puis le deuxième cas, c'est Israël. Quand même, ce sont des gens qui sont venus de tous les coins du monde, qui ont expulsé les Palestiniens. N'importe quel juif qui veut venir en Palestine, en Israël, il a automatiquement la nationalité. Ce n'est pas le cas pour les Palestiniens qui ont été expulsés et dont certains vivent en Israël même et qui n'ont pas la nationalité. Voilà, et d'ailleurs... Et vous avez oublié l'Australie ? Comment ? Vous avez oublié l'autre pays de grand remplacement, l'Australie aussi. Et là-bas, on parlait d'indigènes qui ont été remplacés par les Européens anglo-saxons. Voilà, c'est-à-dire ce sont les plus marquants comme exemple. Vous voyez, c'est quand on parle et puis ce n'est pas des théories vraiment anodines, parce que là il y a un qui tenait ce discours du grand remplacement. Il a fait un massacre de gens qui priaient, des musulmans qui priaient dans une mosquée, dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Ne l'oublions pas. Il y a un autre qui a fait un massacre, mais contre d'autres, y compris des chrétiens en Norvège, si ma mémoire est bonne. Il y a eu une 60aine de morts. Voilà. Il y a une autre remarque, c'est-à-dire son mouvement s'appelle Reconquête. Reconquête,
Cher Tarek, tu le sais très bien. Moi, je sais très bien. Ça renvoie à qui et quand et en quelle année? C'est 1500, 1492, Isabelle la catholique, et ça s'appelait en espagnol Convals Reconquista. Reconquista, c'est la reconquête. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez entendu parler, Majed, cher Majed, et les Juifs, oui, et les musulmans, Majed, Emmanuel et Philippe, est-ce que vous avez entendu parler du... L'un de ces surnoms. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler du procès qui vient d'être introduit par le député candidat à la présidentielle, Monsieur Lassalle, contre le parti de Monsieur Zoliv Zemmour pour l'utilisation du logo R pour Reconquête et qui est aujourd'hui déposé au tribunal judiciaire depuis 2 jours et aucun journal français, aucun média n'en a parlé. Moi, j'ai reçu la requête, donc on va essayer d'avoir Monsieur Jean Lassalle, comme on avait dit, cher Philippe. Je viens de l'écouter il y a 2, 3, 4 heures. Je pense il a évoqué cette histoire. Oui, mais si vous finalement la question qui se pose, c'est pour qui roule Zemmour. Est-ce que c'est un ballon d'essai, d'abord pour diviser l'extrême droite et la droite classique? Et finalement, au profit de qui? Au profit de M. Macron. Et je remercie Philippe Boriaki, qui est dans tous les bons coups, lui aussi, qui vient donc de me remettre la carte visite donc d'un membre de ce parti de porte-parole, donc on va le citer, Christophe Prévost, de mouvement résistant de Jean Lassalle. Et quand vous voyez donc le logo, alors fond bleu, couleur blanche, point d'exclamation rouge, c'est le même qu'utilise Monsieur Zoliv Zemmour dans le logo de sa radio. Excusez-moi, c'est omnibulé par la radio comme toujours. Hein. Les auditeurs, c'est pas sa radio, il n'a pas de radio, pas encore en tout cas. De son logo de sa carte visite, sauf qu'il a changé résistant en Reconquête, mais sinon, ce qu'on appelle la charte de couleur est exactement la même. Merci à Philippe. Alors, Emmanuel Dupuis, yo-yo musical, mercato entre partis politiques, à qui profite le crime? Écoutez, par contre, je commencerai par vous dire qu'effectivement, il y a une vive préoccupation, puisque Valérie Pécresse semble effectivement décrocher derrière Éric Zemmour. La prochaine étape risque d'être ce qu'on appelle l'inversion des courbes, où elle pourrait se retrouver derrière Jean-Luc Mélenchon, ce qui évidemment serait absolument catastrophique. Pour elle. Pas sûr, parce qu'elle va passer. C'est pas sûr. Hein. On verra bien. On a quelques jours pour regarder. Si, catastrophique, en tout cas de mon point de vue, et je l'affirme, puisque je fais partie de ceux qui soutiennent la candidate. Donc je le dis comme tel, et j'ai le droit de le dire comme tel. Oui. Ensuite, deuxième élément de réflexion, oui, mercato, bien sûr, mais le mercato, il va continuer inexorablement, puisque pour l'instant, la partie se joue sans le principal candidat. Et donc forcément, tout le monde va il va terminer sa tournée européenne, africaine, et apparemment, il annoncerait sa candidature pour le salon de l'agriculture. On me dit le 5 mars. On me dit le 25 février ou le 5 mars. En tout cas, il va s'approcher au maximum de la date de Mitterrand à laquelle il s'est présenté. Donc, à peine un petit mois pour faire 2 tours, 1 ou 2 meetings, et on n'en parle plus parce que l'affaire est pliée. En tout cas, dans sa tête. De toute façon, il se projette déjà dans le deuxième tour. Oui. Donc ça, c'est réglé. Non, par contre, le mercato, il n'est pas forcément là où vous le situez. Le mercato, il est évidemment dans les petits partis qui n'iront pas jusqu'au bout de la démarche, parce qu'ils n'auront pas leur parrainage. Et à un moment ou à un autre, ils vont pas disparaître de la scène politique. Ils vont apporter leur soutien et donc vont se positionner parmi ceux qui iront jusqu'au bout. On sait que Jean Lassalle a ses parrainages. On sait que Valérie Pécresse les a également. Anne Hidalgo aussi. Je ne saurais vous dire si c'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et très vraisemblablement, Florent Philippot n'aura pas ses signatures. Et donc vraisemblablement, on va le retrouver accolé à je vous poserai la question après la pub. Ainsi que Monsieur Asselineau et peut-être je l'affirme un petit peu, mais pourquoi pas, que